Et les freins, ce que la police avait constaté après cet accident, qu'il n'y avait pas de traces de freinage lors de cet accident. Oui, oui, que cette demoiselle a fait 2 jours avant une déclaration de menace de mort, ça c'est un hasard. C'est le je ne sais pas la combienième victime qui est tombée, comme dans le livre de Douglas de Conning, tout le monde meurt, ils sont tous tombés. Du reste, Madame Gina Bernard, qui m'avait fait parvenir ce CD-ROM avec plusieurs photos d'enfants. Oui, ça fera l'occasion d'une enquête supplémentaire. Et qui est décédée, m'avait dit qu'elle avait aussi un CD-ROM à nous faire parvenir. Mais malheureusement, elle est décédée dans des circonstances assez mystérieuses et je n'ai jamais pu produire cette cassette à la justice. Entre-temps, Marcel Verwoezem constitue sur la base du premier CD-ROM une affiche pour répondre aux commentaires des autorités. Marcel Verwoezem estime impératif de contrecarrer la campagne d'omerta et d'intox et d'alerter l'opinion publique. La police et les services secrets belges entreprennent alors une véritable chasse aux sorcières pour retirer l'affiche de la circulation. La police et la justice n'ont rien fait, seulement des recherches pour trouver l'affiche au plus vite et pour saisir le matériel et le mettre dans un dossier qui n'était plus accessible pour personne. La police et le tribunal n'ont pas fait le travail pour retrouver les enfants qui sont sur l'affiche, ou les bourreaux qui ont assassiné ou torturé les enfants, de les retrouver. Ce travail n'est pas fait. Le tribunal belge a employé beaucoup de personnes, beaucoup de juges, beaucoup de moyens pour reprendre le matériel, mais il n'y avait personne, pas de juge pour éclaircir l'affaire elle-même. Ça, ils n'ont pas eu. La question c'est pourquoi ont-ils voulu récupérer cette affiche? Je pense qu'ils avaient très peur en ce qui concerne les photos qui sont sur l'affiche, s'agissant aussi d'un enfant assassiné et des enfants torturés. Parce que la police et la justice ont toujours déclaré que les CD-ROM n'étaient pas importants, que le matériel n'était pas important. Avec la publication de l'affiche, le public pouvait voir également que c'était évidemment très important. Et c'est ce qu'ils voulaient éviter. La justice disait tout le temps que toute l'affaire, que tous les milliers d'enfants qui étaient violés, ce n'était rien de sérieux. Comme le procureur général Mark Tack d'Anvers, qui appelle ça une bulle vide. Il appelle plusieurs dizaines de milliers d'enfants une bulle vide. Si vous publiez une photo d'un enfant, violation de la vie privée. Vous montrez une photo d'une personne qui viole des enfants, violation de la vie privée. Et la vie des enfants? C'est toujours l'argument, la vie privée des enfants doit être protégée. Oui, oui, ça handicape l'enquête. Ça compromet l'éclaircissement de l'affaire. Vous devez faire la distinction. Est-ce que la notion de vie privée est plus importante qu'un enfant torturé? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'on puisse secourir l'enfant? Que le bourreau qui a torturé l'enfant soit recherché? Ou est-ce la vie privée du bourreau qui doit être primordiale? C'est malade. Je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas fait cette loi sur la vie privée pour protéger ces gens? Parallèlement, de nouvelles poursuites judiciaires sont lancées, sont déclenchées à l'encontre de l'activiste pour diffusion de matériel pédopornographique. Pourtant, comme vous pouvez le voir vous-même, il avait pris soin de ne montrer aucune photo à caractère proprement pédophile. Le CD-ROM au roi belge et aussi à son procureur général. La presse parfaitement aux ordres en fait d'ailleurs ses gorges chaudes, s'offusquant que le groupe de Morcoven ait pu oser un tel crime de lèse-majesté. Morcoven envoie de la pédopornographie choquante au roi. 70 000 nouvelles photos pédophiles découvertes sur Internet.
Tout ça, c'est de grands articles, vous voyez. C'est un scandale de l'envoyer au roi. Voilà. Devant le mutisme de l'appareil judiciaire belge, l'association de Morcoven adresse un courrier au procureur général TAC. Seulement 8 ans plus tard, la réponse arrive du procureur TAC et il répondra que le document en question aurait disparu. L'avocat général TAC m'écrit 3 lettres me disant que je peux trouver les documents dans mon dossier numéro 130B 2007, que je peux en prendre connaissance. J'y vais, mais il n'est pas là. Je lui écris alors, je reçois une réponse où il me répète que je peux aller voir mon dossier. Je retourne pour voir le dossier, je ne le trouve toujours pas. J'écris une nouvelle lettre, il s'énerve et répond que je dois lire les 2 lettres qu'il m'a envoyées précédemment. Je saisis le Conseil supérieur de la justice et on me répond que mon dossier a disparu. Et l'avocat général TAC de demander au cours d'une audience au tribunal, « Monsieur le Président, voulez-vous obtenir de Monsieur Vervouzen qu'il arrête de m'envoyer des lettres étant entendu que nous avons perdu son dossier ?» J'écris à l'avocat général TAC que d'après le Conseil supérieur de la justice, mon dossier a été volé. Et l'avocat général TAC s'adresse alors à mon avocat pour lui demander de façon suspicieuse comment Vervouzen peut-il savoir que son dossier a été volé? C'est une comédie incroyable. J'écris une lettre au ministre de la Justice en disant que le dossier a été volé. Il me renvoie une lettre, j'ai transmis votre lettre au procureur général. Le ministre de la Justice écrit « Je ne peux pas enquêter sur votre dossier en raison du principe de la séparation des pouvoirs. » Séparation des pouvoirs? Séparation des pouvoirs. Qui alors doit faire l'enquête? Le voleur lui-même? La Belgique ne fait pas son travail. Est-ce que vous avez encore envoyé une lettre au procureur général? Plusieurs. Et alors, quelle réponse? Pas de réponse? Pas de réponse? Non, c'est la même chose comme avec le premier dossier. Écrire et pas de réponse. Le ministre de la Justice dit qu'il s'agit de la séparation des pouvoirs. Oui, Qu'il n'a pas d'influence sur la justice actuelle. oui. Mais est-ce que le ministre n'est pas le patron des différents tribunaux? Oui, bien sûr. Mais si le ministre ne fait pas son travail et le renvoie au procureur général, et que le procureur général ne fait pas son travail non plus, quoi faire? Dites-moi, vous, qu'est-ce que nous devons faire? Ça prouve que beaucoup de travail n'est pas fait et que les personnes qui sont responsables pour appliquer la justice n'ont pas pris leurs responsabilités. Für das Beleid bei Justiz nicht ihre Verantwortlichkeit nehmen. Ils ne prennent pas leurs responsabilités dans l'affaire, c'est tout. Tout le monde dit, ça n'est pas chez nous. Dans le rapport belge, il est écrit, il n'y a pas d'enfant belge sur les CD-ROM. Comment peuvent-ils le savoir? Ils n'ont pas identifié un seul enfant. Comment peuvent-ils savoir qu'il n'y a pas d'enfant belge dessus? Comme ils écrivent eux-mêmes, nous ne pouvons pas enquêter parce que le matériel est trop volumineux. Comment peuvent-ils savoir qu'il n'y a pas d'enfant belge dedans? Vous voyez, ça n'est pas logique. Ça n'a pas de sens dans l'affaire. Mais ça, il faut leur expliquer. Eux, ils trouvent ça normal. Le roi belge, lui aussi, aurait perdu les CD-ROM. Le dossier du roi a disparu, avec 7 CD-ROM. 7 CD-ROM ont disparu? Oui, disparu. Marcel envoie un CD-ROM de pédopornographie au roi. Le roi déclare à la Belgique entière, à la télé, etc. Tout doit être vérifié jusqu'au fond. Un joli show. Le roi téléphone au ministre de la Justice. Il donne les CD-ROM à la justice. Le ministère donne le CD-ROM au procureur général. Le procureur général donne le CD-ROM au procureur. Le procureur au procureur général. Et le dossier est volé. Et Marcel écrit une lettre sur cette histoire au roi. Et le roi ne réagit pas. Il n'a plus réagi? Non, ça n'est pas normal. Si moi je suis roi et qu'on me vole mon dossier, je réagis. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas de réaction. Séparation des pouvoirs.
Je crois que l'ordre de ne pas enquêter sur l'affaire vient de la Maison royale belge. Je suis persuadé de cela. C'est clair que Marcel Papouzem devient gênant. Toujours le 11 avril 1999, des copies des CD-ROM sont également adressées à Jacques Chirac, président de la République française à l'époque, ainsi qu'à tous les gouvernements des pays d'Europe concernés. La police hollandaise diffuse alors des centaines de photos de visages d'enfants tirés de ces documents pour identification. La diffusion est effectuée également en Suisse et de nombreux parents y reconnaissent leurs enfants. Et il faut savoir que la Belgique, comme la France, c'est un pays dans lequel l'affaire du fichier de Zandvoort a été étouffée. Et pour quelle raison? Parce que quand on a... D'autant qu'il y avait, je crois, 42 enfants français identifiés. Ah non, ça, c'est pas ce qui est reconnu par les autorités françaises. Au bout d'un certain temps, le fichier a été mis à la disposition des familles dans les gendarmeries françaises. Donc une quarantaine d'enfants reconnus, c'est un chiffre plausible. Curieusement, le journaliste Serge Garde, lui, attendra le 24 février 2000, soit environ 1 an et demi, avant de traiter le sujet dans le journal L'Humanité. Monsieur Serge Garde en profitera d'ailleurs pour faire éditer un livre dans lequel il ne montre que les reconstitutions partielles diffusées par la police hollandaise. Et lui, il n'aura aucun problème mécanique. Mais les félicitations officielles de Jacques Chirac, qui n'avait fait adresser par contre à Marcel Verbouzem qu'un laconique accusé de réception par un quelconque sous-fifre de son cabinet. Présidence de la République, le conseiller technique, Paris, le 21 avril 1999. Monsieur, par lettre en date du 9 avril 1999, vous avez appelé l'attention du président de la République sur l'action internationale Kipofor que vous menez contre la pornographie et les tortures d'enfants. Vous avez joint à votre courrier un CD-ROM. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai transmis votre dossier à Madame le garde des Sceaux. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Jean-Claude Antonetti. Comment expliquer que dans le livre de Serge Garde, le livre de la honte, il n'y ait qu'une partie des photos de publiées? Serge Garde n'a pas utilisé le matériel qui était visible sur les CD-ROM. Serge Garde a profité des données de l'ASBL Morcoven, qui lui avait envoyé un bulletin dans lequel la police avait fait une reconstitution de 200 à 300 photos d'enfants qui étaient visibles sur différents CD-ROM. C'était une vérification de la police. Nous avons donné le bulletin à Serge Garde, et Serge Garde a publié les photos dans son livre, dans son journal, etc. Mais Serge Garde n'a pas fait du travail avec le contenu des CD-ROM. Et avec le CD-ROM qu'il a reçu, lui, il n'a rien fait. Non, nous ne savons toujours pas. Nous sommes maintenant beaucoup d'années plus tard. Nous ne savons toujours pas qu'est-ce qui était fait avec le CD-ROM que Serge Garde détient. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le CD-ROM? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les ministères ou ailleurs? Quel travail ils ont fait dans l'affaire? Nous nous le demandons toujours. Nous ne le savons pas. Serge Garde n'a pas fait le travail. Il a utilisé à mauvais escient les photos provenant du bulletin que la police avait constitué et que nous avions adressé à Serge Garde. Ce n'est pas correct de la part de Serge Garde et Douglas de Koning, etc., de n'avoir pas réagi quand les personnes ayant donné le matériel à la justice pour l'enquête étaient poursuivies par cette justice. Que celle-ci les a poursuivis pendant 10 ans, mis devant le tribunal, jugés, mis encore devant le tribunal, etc., et que nous avons été emprisonnés dans une cellule, etc.